Bienvenue fidèles de l'émission Majuscule Propos. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois pour parler de la sécurité au niveau de la région, notamment au niveau de la région des Grands Lacs élargie, la région de l'EAC, la région de la SADC. Nous allons un peu mélanger les trois ou quatre, en tout cas, blocs continentaux pour parler des implications des uns et des autres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, alors qu'il passait la main à son collègue du Botswana, il a envisagé l'arrivée prochaine, en tout cas, des troupes de la SADC à l'est de la RDC. On va voir, est-ce que c'est une chose faisable, dans quel cadre ces troupes vont arriver et quelle est la place des troupes de l'EAC qui sont déjà sur place depuis plusieurs semaines maintenant. Et maintenant, l'opinion publique se pose la question de savoir, il n'y aura pas de télescopage entre les deux contingents qui vont œuvrer, travailler dans la même région. Quid déjà des troupes des pays de la SADC qui font partie de l'effectif de la MONUSCO sur place. Voilà, on va essayer un peu de décrypter, de comprendre un peu les enjeux en place. Avec nous dans ce studio, nous sommes avec Albert Rudatsimburgwa. Il est analyste politique, mais avant tout, il est journaliste et observateur avisé de la région des Grands Lacs en particulier. Bonsoir Albert. Bonsoir Eddy. Également avec nous, Maître Faustin Mourangwa. Il est avocat de profession, il a été au TPIR, mais il suit également de près la question sécuritaire depuis de nombreuses années au niveau de la région des Grands Lacs et en particulier tous les soubresauts à l'est de la RDC. Bonsoir Maître. Bonsoir. Voilà, comme on dit, il faut déjà respecter les gars qui ont vécu, c'est ça, c'est ce qu'on dit? Voilà. Respect oblige. Je salue également la présence de l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Il a été représentant du Rwanda aux Nations Unies. Il a également été envoyé spécial du président Kagame au niveau de la région des Grands Lacs. Également envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bissau. Également au Soudan, au Darfour. Voilà, c'est quand même long votre... Comprenez. Et puis, depuis la Belgique, nous serons également rejoints par Eduardo Dacha Ribeiro. Il est journaliste basé en Belgique, également un connaisseur de la région des Grands Lacs, bien que ses origines soient un tout petit peu lointaines de cette région, mais c'est un fin connaisseur de tout ce qui se passe dans la région depuis de nombreuses années maintenant. Comme on dit, je vais commencer par vous, monsieur l'ambassadeur. Ça va faire plusieurs mois maintenant que les forces de l'EAC sont sur l'État, comme on dit, sont sur le travail, sont sur terrain en RDC. Doit-on dire que ils sont sur une ligne de progression ou de régression? Est-ce que oui, ils stagnent? Quelle lecture faites-vous déjà du travail qu'ils font sur place? Merci Eddy. Bonne fête à toutes les mères du Rwanda et à toutes les mères du monde, parce qu'aujourd'hui c'est une journée internationale des mères. Des mères. Pour les francophones, du moins. Pour les francophones et pour les anglophones aussi. Oui, pour revenir à la région et aux forces de l'East African Community, de la communauté. De la communauté de l'Afrique de l'Est. On emploie tellement l'anglais que le français. Ce soir, je crois que je vais parler franglais. Franglais. Surtout après avoir passé quelques mois, un mois en Angleterre. Les forces, je ne sais pas comment décrire la situation aujourd'hui. C'est une force qui a beaucoup de points d'interrogation sur sa tête. Point d'interrogation dans le sens de dire, écoutez, on nous a appelés pour apporter une solution. Nous sommes venus, donc là il n'y a pas de question.
Nous sommes arrivés, nous avons fait ce que l'on devait faire, ce que nous devions faire en tant que force envoyée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais le travail qu'on nous a demandé de faire après n'était pas concordant avec celui que nous avions comme mission. Donc ça, c'est une point d'interrogation. L'ambassadeur, lorsque vous dites le travail qu'on nous a demandé de faire après, qui les a demandé de faire? Déjà, ils avaient un mandat bien clair. Je parlais de l'État hôte. Okay. Parce que quand il y a une mission de ce genre, il doit y avoir un mandat, c'est sûr, mais il y a un accord de siège aussi entre le pays qui les reçoit ou qui les a invités et les troupes ou les pays qui les donnent. Alors, aussi longtemps que ce qu'on leur a dit venir faire diffère de ce qu'on leur demande de faire quand ils arrivent, il y a un point d'interrogation. C'est pour ça que je parlais de point d'interrogation. La troisième phase, c'est la phase d'exécution de la mission. Elle aussi pose des questions maintenant. Il y a des points d'interrogation aussi. Dans quel sens? Dans ce sens que, après avoir exploré tous les moyens et toutes les possibilités possibles qu'il y ait eu sur table pour dire, écoutez, voilà ce que vous devez faire, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi est-ce qu'on nous conteste avant même que nous puissions continuer à faire ce qu'on nous a demandé de faire? Donc, il y a eu une certaine façon de mettre les bâtons dans leur roue, c'est ce que je dois dire. Ça, c'est un autre point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, et là je parle du président de la République et les dirigeants locaux, dans le Nord Kivu surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont introduit cette façon de créer une certaine méfiance vis-à-vis de ces forces, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à faire le travail. Donc si vous ne faites pas, si vous n'attaquez pas le M23 par exemple, vous n'allez pas être tranquille parce que nos populations vont se fâcher. Là, je peux donner des dates, des circonstances de ces discours, mais ça, c'est une autre question, donc un autre point de question, pour dire pourquoi est-ce qu'on nous sabote encore. La dernière, c'est que au moment où les réunions qui se sont passées à Bujumbura, à Nairobi et à Luanda, ont tous accepté ou ont tous convergé vers le fait que les forces de l'East African Community devaient essayer de contribuer à aménager la situation dans la partie est orientale du Congo. Mm-hmm. Il y a eu maintenant une nouvelle idée. On va envoyer une autre force. On a parlé de la force qui venait d'Angola. Donc, de façon très ambiguë, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ça, ce n'était pas déclaré non plus. Et là, le tout dernier point, maintenant, je m'excuse, j'ai mal compté, j'ai dit 4 au lieu de 5. Le tout dernier, maintenant, la dernière réunion qui s'est passée à Windhoek. À Windhoek, dans le cadre de la SADC, oui. Voilà. Dans le cadre de la SADC, maintenant, à Windhoek, on dit, on va envoyer les forces de la SADC. Ça, c'est une autre question. Pour venir faire quoi? Voilà, on va justement déjà comprendre les motifs qui soient derrière cette volonté. J'aimerais bien tout d'abord, avant vous inviter à suivre cet élément. Et puis, j'aimerais avoir votre commentaire déjà de la volonté des autorités congolaises à faire venir ces troupes. Et surtout, on va voir pourquoi et quels sont les motifs, dans quel cadre vont-ils arriver. Antonio Guterres est arrivé vendredi à Bujumbura pour participer au 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Cette rencontre permettra de s'attaquer aux causes profondes des conflits dans cette région. Je renouvelle mon appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Des groupes armés
quels qu'ils soient, locaux comme étrangers, doivent déposer les armes en RDC. L'Est de la RDC est en proie aux violences depuis plus de 2 décennies. Et la présence de la MONUSCO n'a pas réussi à mettre fin à cette instabilité. La RDC accuse toujours son voisin rwandais d'envenimer la crise par son soutien au M23. Les combats doivent cesser immédiatement, avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Toutes les parties doivent désamorcer les tensions, venir à la table des négociations et convenir d'un cessez-le-feu stable et durable. Connu aussi sous le nom d'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre du CPS a été signé le 24 février 2013. Là, c'était à Bujumbura où, en tout cas, une grande réunion réunissait presque tous les partenaires déjà dans ce conflit. Albert, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui parle, Antonio Guterres. Au fond, on peut lire une certaine inquiétude par rapport à la lecture de la situation. C'est à peine qu'il cache son inquiétude. Alors, Albert, je parlais tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir les troupes de l'EAC sont là depuis plusieurs semaines. Pour vous, et lorsque vous comparez les propos du secrétaire général des Nations Unies qui rappelle tous les protocoles, les cadres et tout ce qui a été convenu entre les acteurs dans ce conflit et d'autres partenaires, on sent de l'inquiétude. Alors Albert, à vous aussi je pose la question de savoir, sommes-nous en train de jouer franc jeu entre acteurs? Y a-t-il pas une crise de confiance, Albert? Non, moi je crois que on essaie de... Je ne vois pas la même chose que ce que vous voyez, premièrement. Moi, ce que je vois, c'est que le secrétaire général, premièrement, s'exprime comme s'il n'avait aucune idée de ce qui se passe là-bas. Parce que quand quelqu'un commence à dire qu'il y aurait le risque de guerre civile, attends, ça pourtant, fait, on est déjà en plein dedans. Il y a 260 groupes. Je veux dire, de quoi est-ce qu'on parle? Tu vois, parce que les mots comptent. En plus, c'est l'accord 4 qui a été signé il y a 10 ans. Il rappelle 2013. Oui, donc, je veux dire, la question est, est-ce qu'on ne fait jamais un inventaire des choses qui sont dans les tuyaux, tu vois, je veux dire, c'est comme, ça me paraît tellement, je veux dire, c'est comme si New York, c'était sur une autre planète comparé à ce qui se passe ici dans cette région. Et encore une autre chose, ambassadeur Moutawar et aussi mon ami ici, Fosta, en 2009, l'envoyé du Conseil de sécurité, Obasanjo, est venu pour signer avec le CNDP, avec Laurent Nkunda de l'époque, avec Benjamin Mkapa qui venait pour l'Union africaine, avec Libérat Moula qui venait pour le ICGLR, pour signer, pour terminer toute cette crise. Donc, c'était fait. Et comment est-ce qu'ils ne se demandent jamais pourquoi il n'y a pas de suivi de tout ce qu'ils ont fait à l'époque? Donc aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est de la science-fiction. Je me demande... Et puis tout le monde aussi, parce que même ambassadeur Moutawar, évidemment, il a un passé diplomatique, donc il va le dire d'une façon diplomatiquement. Moi, je peux me permettre d'être... Ma question que je pose, il y a eu Nairobi, il y a eu Luanda. Et puis ça a été entériné, parce que donc, même si ça commence en douceur, mais c'est entériné à la dernière réunion d'Addis. Non, d'Addis. Oui, d'Addis, quand... Lors de la plénière. Du dernier sommet de l'Union africaine, oui. Et en sortant de là, clairement, Lourenço a une mission. Parce qu'avant, c'était assigné par l'Union africaine. Assigné par l'Union africaine. C'est d'ailleurs à partir de là seulement, malgré le fait que dès Luanda, ils mettent par exemple le M23 dans la feuille de route, mais ce n'est qu'à partir de là qu'il va faire l'effort, parce que là, il a reçu la responsabilité et il contacte le M23, il les reçoit chez lui. Et donc tout ça se met en route. Mais une fois que ça se met en route, qui est l'acteur principal qui veut faire dérailler ça?
c'est le pays hôte. Or, c'est le pays hôte qui a demandé à l'Afrique de venir l'aider. Donc, l'Afrique s'est exécutée. l'Afrique s'est exécutée. Et comme... Mais apparemment, ce n'est pas au goût du pays hôte. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas, le pays hôte, comment ça fonctionne. C'est ça. Je veux dire, c'est parce qu'il est inculte de comment... Quand on vient, il y a toutes des démarches. Tout a été respecté. On l'a surprotégé, je dirais même. Il n'y a personne qui a jamais élevé la voix et lui dire que tu es malade, tu vois. Tout le monde a été très diplomatique, etc. Je vais aller jusqu'au bout de ça. Parce que maintenant, lui, aujourd'hui, ce qui a été clair, c'est qu'il essaie de jouer, parce que l'EAC, qui a été carré, qui lui ont tout essayé pour qu'il ramène la paix, parce que pour l'EAC, la mission, c'était de ramener la paix en paix, avec le moindre casse possible. Lui, pas. Lui, ce qui est clair, c'est qu'il veut des gens qui viennent se battre pour lui et meurent pour lui. Et alors, comme le EAC lui dit, mais ce n'est pas ça, c'est pas que ça... Il va maintenant à la SADC, et il essaie de monter la SADC contre l'EAC. Ça, c'est la chose à retenir. Justement. Guterres, lui, il est sur une autre planète. Voilà, j'aimerais bien qu'on suive un autre élément, justement sur la compréhension du président de la RDC par rapport, justement, et surtout les accusations qu'il porte, ou son avis sur ce que font les troupes de l'EAC sur place. Apparemment, il ne voit pas bien une certaine acquittance avec les rebelles du mouvement du M23. On va suivre ça. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également président de la communauté de développement de l'Afrique australe, est arrivé mardi au Botswana pour une visite d'État. Lors d'une conférence de presse à Gaborone, le président Tshisekedi a fait part de ses inquiétudes quant à la cohabitation entre les rebelles et la force militaire de la communauté d'Afrique de l'Est, qui a commencé à se déployer à la fin de l'année dernière pour tenter de répondre à la crise qui gangrène l'Est de la RDC. Cette intervention survient au lendemain d'un sommet spécial de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est tenu en Namibie et qui s'est engagé à déployer des forces pour établir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, le président Tshisekedi, les membres du gouvernement ne voient pas d'un bon œil une certaine cohabitation des troupes de l'EAC, Maître Murangwa. Ça pose problème, l'attitude des troupes de l'EAC. Est-ce que le problème... Quelle attitude le président Tshisekedi dénonce déjà? En fait, moi je pense que ce n'est pas un problème d'attitude. C'est un problème que lui-même porte. Parce il dit qu'ils sont complaisants avec les rebelles du M23. Dire qu'ils sont complaisants, c'est par rapport au fait à tout ce... Moi, je vois un président qui réagit aux rumeurs qui circulent à Kinshasa, qui circulent sur les médias quinois et les médias congolais, à savoir voir les troupes de EAC se saluer avec ce qui est un respect normal des troupes qui cohabitent. Parce que ça, c'est une mission d'interposition, ce n'est pas une mission offensive comme ils prétendent le dire. Et c'est ça le nœud du problème. C'est le mot qui pose problème, c'est le nœud du problème. Le mandat offensif. C'est ça le Comment les troupes qui ont un mandat offensif arrivent à cohabiter, à être complaisants? Mais pourquoi... Je reprends ces mots. Mais lui, il a dit interposition. Le problème, c'est vraiment à l'interprétation des accords. Parce que je parle des accords parce qu'il y a un accord à Bujumbura, il y a un accord à Luanda, il y a un accord à Nairobi. Et c'est un accord qui... au sein de EAC qui donne la mission à cette force qui doivent occuper surtout les zones abandonnées par le M23, libérées par le M23. Et une fois que ces forces cohabitent avec les anciens militaires qui occupaient la zone, moi, je ne vois pas un problème que ces forces cohabitent un peu, surtout que le M23 a respecté ses engagements.
Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dans sa tête. Il faut voir que le même président s'est moqué de tout le monde qui n'a pas voulu faire ou bien jouer son jeu, si je peux dire ainsi. Jouer son jeu, vous voulez dire les accords, ou en tout cas les textes qui existent, des textes sortis de Nairobi, les textes sortis de Luanda, vous dites que le président n'a pas respecté à la lettre, parce que déjà, il y a ce qui est signé, ce qui est admis et la mise en application. Il y a un problème par rapport à la mise en application de ces textes. Il n'y a pas un problème dans la mise en application de ces textes, puisque les textes sont déjà en application. Moi, je dirais, par exemple, qu'une fois que les troupes une fois que les pays ont mis les troupes sur terrain, et une fois que les troupes ont commencé leur mission, déjà, c'est les textes qui sont en application. Une fois que le M23 a accepté de se retirer des zones occupées, nouvellement occupées, oui. C'est déjà l'exécution des textes. Mais le problème revient sur Kinshasa, qui nie catégoriquement que la suite du texte, à savoir se mettre sur la même table que le M23 pour les négociations, voilà. C'est là le problème. Et dans son interprétation, en fait, Kinshasa croirait que une fois que le M23 quitte les zones occupées, que l'EAC va le prendre pour le compte des militaires de Kinshasa et puis leur octroyer sans négociation. Et une fois que les autres pays le rappellent à prendre au sérieux les accords signés, c'est à ce moment-là qu'en fait, il boude tout le monde. Vous avez vu en face du président français Emmanuel Macron, comment il a attaqué. Je ne suis pas diplomate, mais je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'il y a un problème une fois à Bujumbura, que lui se rende à Kinshasa et qu'il sort un communiqué contrairement à ce qui s'est dit à Bujumbura. Je crois qu'il y a un problème, un sérieux problème, où vous êtes dans un sommet, dans un comité où... Le problème existe-t-il au niveau de l'interprétation des textes? Y a-t-il une volonté délibérée, Albert, de ne pas suivre ce qui a été... voilà. Non, dès le départ. Dès le départ, ça veut dire qu'il a signé tous les textes, mais il n'en a respecté aucun. Parce que, alors à quoi on joue? À quoi tout ça, écoute, ça sert? Non, ta question est très, très, très valable. Ça veut dire où est-ce que va... Je crois que cette région-ci, ayant des dirigeants qui ont une culture de la gouvernance et de comment les États parlent entre eux, tu comprends? Je crois qu'ils ont essayé d'être, je dirais, patients avec quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a aucune... rien qu'à Bujumbura, je veux dire, quand en fin de réunion, c'est pas un party house entre lui et ses potes, hein? Ce sont des chefs d'État d'États souverains, et il prend le bras du président du Kenya, qui le met devant un des plus hauts gradés une des institutions prestigieuses de ce pays, l'armée, et qui commence à lui dire à un militaire d'un autre pays comment il doit faire, sinon il aura affaire. Vous parlez de la scène entre le président Fachi Ruto et le général Nyaga. En présence de Ruto. Mais en présence des caméras. Et des caméras. Donc vous pouvez imaginer le yoga dans lequel le président Ruto était pour ne pas perdre son coolness, pour ne pas lui dire, mais c'est quoi? Si c'est un acte parce que en diplomatie, c'est... Donc, je crois que l'Afrique de l'Est a essayé de se dire, bon,
le gros bébé, il faut un peu essayer de voir comment on va l'amener, etc., etc. Je me permets de le dire comme ça. Non, c'est quand même fort, Albert. Mais oui, non, mais c'est très quand même fort. fort. Parce que je n'ai jamais vu. Il est jeune dans la politique, Écoute, mais pas... Non. Attends, il est inculte dans la politique. C'est pas Ok. qu'il est jeune. Deuxième chose, il n'a pas grandi même en Afrique. Il ne connaît même pas tout, parce qu'il y a plein de Mais choses. quand même, il est entouré des conseillers, Albert. Mais c'est les mêmes. C'est Ils une sont venus institution, des- Albert. Ils sont venus Entouré des des conseillers. prisons de Saint-Gilles en Belgique. Tu vois, c'est les mêmes gens, c'est les matonguistes. C'est entre Matongué et Bâton Rouge à Paris. Tu vois, c'est pas des gens qui ont grandi même en Afrique pour même comprendre que la bienséance de. Il y a tellement de choses qu'on ne fait pas. Mais aujourd'hui, ils revêtent quand même le costume des hommes d'État, quand même. Oui. Ils ont cassé avec leur passé. Non, mais on peut. Si on amène des choses intéressantes, mais là, c'est contre toute. Je veux dire, déjà, on vient de l'Union africaine. Donc, c'est l'instance suprême de ce continent, qu'on reconnaît tous, tu vois, tous les pays. Et ce qui est décidé là-bas, la première chose que tu fais, c'est d'essayer de balayer tout ce qui a été dit là-bas. Parce que c'est ça qui s'est fait. Voir qu'après cela, le général Niaga a démissionné. Parce que ça, c'est un message très fort, hein, en volume. Donc, le commandant en chef de la force, donc tous les efforts qu'on pris là-bas, et le chef qui doit dire « je n'en peux plus ici », et qu'après cela, il va à la SADC. Et d'ailleurs, on n'a pas terminé de parler de ce qui se passait à la SADC. Oui, justement. Parce qu'à la SADC... Albert, Oui. vous évoquez quelque chose de grave quand même. Oui. Parmi les revendications aujourd'hui de Kinshasa, du gouvernement congolais, vous évoquez le général Niaga. Déjà, on n'approuvait pas beaucoup ses méthodes, sa façon de faire. Qui ont Kinshasa, j'ai dit Oui, bien, ok, d'accord. Kinshasa n'appréciait pas. Ouais. Et le comble pour Kinshasa, Niaga part, on le remplace sans consulter Kinshasa. C'est normal. Monsieur l'ambassadeur, y a-t-il un problème dans la manière de faire? Y a-t-il des comptes que, par exemple, Nairobi devait à Kinshasa ou au secrétariat de l'EAC? Écoutez, d'abord, nous parlons d'institutions ici. OK. Donc, j'aimerais qu'on parle d'institutions plutôt que des individus. Oui. Parce que là, ça me remet beaucoup plus à l'aise dans mon métier. L'ambassadeur que vous êtes, Albert Merci, le rappelait c'est tout à l'heure. Oui. Mais tout en donnant raison à Albert, si vous avez des institutions qui ne connaissent pas le pays, qui ne connaissent rien de la région, qui ne connaissent rien de la pratique, ça devient un problème. Ça veut dire qu'on doit tout recommencer à zéro et leur donner des trainings, des entraînements qu'il faut. Séminaire. Mais on parle d'institutions. Donc on oublie un tout petit On peu oublie la un tout crise petit peu la en crise. face de nous. D'accord. On forme les individus ou les institutions? Bon, si on pouvait les former, Si on avait le temps, si on avait le temps de le faire ce on soir, passerait par là on ne d'abord. commencerait pas à cela. OK. Mais tout optimiste que je suis, Ouais. il n'est jamais trop tard pour renouveler, comment vous dites, redonner puissance et connaissance à l'institution. Ça, c'est le devoir du peuple. C'est l'optimisme de l'ambassadeur, De l'ambassadeur, du voilà. diplomate qui parle en vous. Merci. Mais ce qui m'écoeure le plus, plutôt quand on parle de l'attitude vis-à-vis de la force de l'EAC, ce qui m'écoeure le plus, c'est que les gens ne réalisent pas la raison d'être de cette force. Pourquoi est-ce que cette force est là? Les gens, quand je parle de gens, je parle d'institutions locales ou nationales, ont complètement oublié les raisons pour lesquelles ces forces sont là, en premier lieu. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils Ils sont ne là sont pas Est-ce invités, que, par exemple, les raisons que les autres membres et leur population de la communauté est-africaine savent, sont-elles les raisons communiquées à l'opinion publique, par exemple, en RDC? Est-ce que l'opinion publique sait déjà ou comprenne vraiment les raisons d'être de cette force et surtout leur mandat qui pose problème?
Comment est-ce que l'opinion publique peut le savoir si les dirigeants ne savent pas? Nous sommes à l'heure quand même de nouvelles technologies. Les gens Exact. peuvent les communiquer, on peut en fabriquer, mais quand même, l'original reste l'original de Luanda. Est-ce que les gens ont même ce besoin de s'informer, d'en apprendre davantage? Ça, c'est une discipline qui vient avec une bonne gouvernance. Okay. Donc, une fois que vous avez mis en place un système d'information, un système de gestion, un système de n'importe quoi, si vous le faites seul, c'est-à-dire si vous le voyez dans votre optique, sans informer les gens ou les institutions qui vont mettre cela en place, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la compréhension du simple citoyen congolais aujourd'hui ne comprend pas du tout, alors, les raisons pour lesquelles la force de l'EAC est là, ça c'est une carence de gestion, c'est une carence de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au lieu peut-être aussi d'apprendre ce qui se passe exactement, nous assistons déjà à l'opinion publique, dont une partie est du bon côté de l'histoire et l'autre qui est du mauvais côté de l'histoire. C'est en tout cas ce qui se discute en ce moment en RDC. J'aimerais bien qu'on puisse suivre Eduardo Dacha, qui nous rejoint depuis la Belgique. Dacha, vous êtes là? Bonsoir. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonsoir plutôt. Voilà. Vous avez suivi les propos de nos invités dans le studio. Merci bien de vous joindre à nous. Dacha, apparemment, il y a un problème. Le président Tshisekedi aimerait bien quand même qu'il y ait une certaine politique de la carotte et du bâton que l'EAC n'applique pas. J'ai entendu un peu les échanges dans le studio. Moi, je vais apporter un élément qui, j'ai envie de dire, va au-delà de cette discussion intelligente, indépendamment de quelques termes que mon collègue Albert a utilisés. Bon, je pense que c'est un peu pour secouer, parce que lui et moi, et on sait très bien que dans ce pays, le Congo, que nous connaissons beaucoup d'amis et de frères, il y a beaucoup d'intelligence. Donc, je reviens là-dessus. Je crois que ce comportement ou cette attitude du président Tshisekedi, c'est beaucoup plus le fruit d'une pression interne qu'il a et moins question de ne pas connaître. Le président Tshisekedi a hérité d'un pays qui n'est pas spécialement facile. À la limite, presque aucun pays est facile à gérer. Mais disons, ce géant-là, avec tellement de limitations. Vous m'entendez, Oui, très bien, très bien. Avec tellement de limitations, nécessairement, il y a beaucoup de priorités, de difficultés. Je souscris à ce que l'ambassadeur venait de dire sur la question des institutions. Je vais beaucoup plus dans ce sens. Mais construire des institutions, ça prend du temps. Surtout dans un pays où il y a une faiblesse de la machine de l'État. Et ça, je crois que tout le monde le reconnaît. Maintenant, je reviens sur la question de la pression, de cette pression à laquelle le président Tshisekedi est soumis, surtout à l'intérieur de son pays. À certain moment, comme j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle ou qu'il n'y a pas de réponse immédiate, compte tenu du contexte aussi à l'intérieur, eh bien, il faut bien qu'ils s'en sortent, entre guillemets. Et peut-être que la façon comme il a choisi de s'en sortir, au niveau beaucoup plus de construction d'un narratif, comme on dit, que de tenir compte de la réalité et accepter des limites que tout le monde a en tant qu'individu. Et en fait, il a été très vocal. Et ça, je remarque depuis un certain temps le changement au niveau de son discours, que nécessairement
dans ce cas-ci concernant le East African Community, en fait, on vient les accuser, entre guillemets, ou les pointer du doigt sur la question de l'inefficacité ou même de complicité avec M23. Je pense que, disons que la question de respecter les accords, hein, à ce moment-là, ça devient presque secondaire pour lui, excusez-moi, hein, précisément parce qu'il sait ce qu'il a dit. Donc, s'il a choisi cette, disons, cette stratégie-là, comme j'ai dit, la stratégie du narratif, hein, qui ne change pas la réalité, je crois que c'est là le grand risque, en fait, c'est pas de ne pas respecter, mais presque d'être dans une situation d'impuissance pour respecter les accords. Voilà. Alors, j'aimerais rester bien avec nous. J'aimerais vous inviter à suivre c'est une interview que le président Lourenço a accordée récemment à nos confrères de France 24. Justement, le président angolais Lourenço, qui est également donc au four et au moulin pour ce qui est du travail de ramener la paix à l'est de la RDC. Le président Lourenço, qu'on va retrouver tout à l'heure, me dit que l'élément n'est pas encore prêt. Plutôt, Maître Faustin, pour Dacha, il y a entre ce que le président Tshisekedi dit et ce qu'il fait, c'est que donc il dit une chose et son contraire à la fois. Il évoque le contexte interne qui a de l'influence sur les agissements du président Tshisekedi. Je ne sais pas si le mot est juste. Est-ce que doit-on dire qu'il est un peu dépassé par les événements ou il a du pain sur la planche, il ne sait pas ce qui doit être prioritaire et ce qui ne doit pas l'être? Moi, je pense que c'est une façon délibérée de ne pas être objectif. Ne pas être objectif parce que la pression qu'on peut parler, c'est à propos de tout ce que je disais tout à l'heure, à propos des rumeurs, à propos des pressions que la population lui met face à la situation qui prévoit à l'Est. Surtout que la pression vient de Kinshasa, alors que le problème est à l'Est. Il y a cette optique aussi de la déconnexion de la population à l'Est qui souffre de la guerre et une autre population à Kinshasa qui interprète les choses d'une autre manière. Parce que mais on voit un sursaut de patriotisme en ce moment à Kinshasa, être de cœur avec l'Est. Non, le problème c'est que... Le jour où ils vont construire une route qui va de Matadi à Goma, alors on sait qu'ils seront patriotes. Non, mais il y a en attendant, ils sont déconnectés. Il y a quelque chose. Vous dites qu'il y a une déconnexion de la réalité? Il y a une déconnexion de la réalité. La chose est que, le problème est que les gens de Kinshasa traitent tout le monde de l'Est de Rwandais. Alors que à l'Est, il y a pas, et ce n'est pas les Rwandais. Le fait que l'Est soit voisin du Rwanda ne dit pas que tout le monde qui vient de l'Est est Rwandais. Sûrement qu'il y a des rwandophones que les Congolais de Kinshasa ne veulent pas reconnaître comme des Congolais. Non plus, le président suit la même chose. Mais heureusement qu'il y a d'autres personnes, surtout le président de la région, à commencer par le président de l'Angola. Et je crois que même l'évolution de ce qui se passe au SADC, c'est qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que les gens ne sont pas dupes pour suivre quelqu'un qui délibérément ne veut pas être objectif pour traiter les choses qui sont claires et nettes. Parce que les accords, tout à l'heure, l'ambassadeur parlait de cette façon de ne pas vouloir, parce que les textes sont clairs quand même. Les textes, c'est écrit en anglais et en français. Et tout le monde, il n'y a pas de problème d'interprétation. Il y a cette façon délibérée de ne pas être objectif. Oui, Albert, justement. Quand même là-dessus, entre ce que Dacha a dit
ce que, ambassadeur, est-ce que tu dis aussi? Il y a quand même un espace. C'est que tous les textes du début, que ce soit Nairobi ou Luanda, on montre les différentes étapes qu'on veut atteindre de l'un à l'autre. Seulement ce qui est vrai, ce qui n'est jamais dedans, comment on arrive là. Et ça peut laisser à la rue une interprétation. Parce que vous voyez, par exemple, on parle de M23 dès la première réunion de Luanda. Or, il a fallu attendre après Addis pour que Lourenço lui-même invite même le M23. Il a fallu attendre combien de temps pour que C'est qui n'a pas été bien vu. Kenyatta... C'est qui n'a pas été bien vu non plus. Non, mais le problème, ce n'est pas une question d'être bien vu. Je veux dire, parce que la première question, qui est venu pleurer? C'est le Congo. Le Congo a demandé aux gens, aidez-moi. OK, les gens disent, OK, vous voulez qu'on vous aide? Voici comment ça se passe quand on est en famille. Et ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a eu Le Congo a dit oui. On a dit, OK, viens. Imagine-toi, à ce moment-là, c'est Uhuru Kenyatta qui a le bâton de la East African Community. Il invite tout le monde, tous ses collègues. Vient là où le président Kagame rencontre aussi le président Tshisekedi. Donc en présence des autres. Et ils se conviennent de choses à faire à ce moment-là. Après, il y a, comme Lourenço, il est beaucoup plus actif que Dos Santos, parce que c'était déjà l'Angola qui était chair de la SCGLA, mais là, Lourenço prend aussi le ballon en vol, et il convoque une réunion. Les mêmes gens se retrouvent chez Lourenço. Ils reprennent le même exercice. Et de nouveau, ils remettent les mêmes étapes. Rappelons-nous d'une chose. On a demandé à Kinshasa qu'il voit tous les groupes. Rappelez-vous que Kinshasa a vu tous les groupes, même ceux qui n'existaient pas. Donc, ceux qui se sont faits rien que pour l'occasion. Ils sont tous allés à Nairobi. Et ils n'ont pas voulu le M23. Donc là, déjà, on voit que Kinshasa avait un problème. J'aimerais bien, justement, vous évoquer le cas du M23 et d'autres groupes armés. On en dénombre une centaine, en tout cas, sur notamment la partie est de la RDC. Tout à l'heure, j'évoquais l'interview que le président Lourenço a accordée à nos confrères de France 24. J'aimerais bien qu'on puisse suivre deux questions qui lui ont été posées, notamment sur la question des M23, le processus lui-même pour amener la paix et surtout du respect des textes de Luanda et de Nairobi. Et puis, on va revenir tout à l'heure. Je veux en venir à la situation dans la République démocratique du Congo. Vous êtes vous-même très engagé comme médiateur pour tenter de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de ce pays. Il y a eu un cessez-le-feu le 7 mars, mais clairement il n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Nous savons que, à ce jour, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Mais cette prochaine étape ne dépend pas uniquement du M23. Elle dépend également du pays lui-même, la République démocratique du Congo. Cette prochaine étape, comme nous le savons tous, conformément à la feuille de route de Luanda, est le cantonnement des forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de désarmement et de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Nous cherchons à atteindre cet objectif consistant à cantonner ces forces
L'Angola devait envoyer un contingent militaire pour assurer la sécurité dans ces zones de cantonnement. Une fois que les conditions seront réunies dans ces zones de cantonnement, nous avons un contingent qui est prêt à être déployé en quelques jours. Et ce contingent pourra assurer la sécurité aux éléments du M23 qui seront placés dans ce centre de cantonnement. Voilà, le président Lourenço d'Angola qui également travaille et est mandaté par l'Union africaine. Ambassadeur Mutaboba, il dépeint la situation actuelle. Il dit que tout avance selon les prévisions et qu'il cite notamment le M23 qui respecte sa part du contrat et que tout ne dépend pas que du respect du M23. Déjà, mais quand même, quand on entend les accusations de Kinshasa, on se demande, on n'est pas en train de s'engouffrer quand même dans une situation assez compliquée. Déjà, si ceux-là qui sont censés faire la lecture de la situation, faire un rapport déjà à ceux-là qui les ont envoyés, pour eux, il y a un gap entre leur lecture de la situation et le pays hôte. Ça pose problème quelque part. Ce que le président Lourenço dit, c'est une chose très importante parce que lui, il reconnaît les obligations de chacun et même les accusations portées contre certains pays, comme notre pays, le Rwanda. C'est une bonne façon de dire, ben voilà, écoutez, Monsieur le Président ou Monsieur de la République démocratique du Congo, on s'était convenu que si le M23 se retire des zones occupées, il y ait un processus qui va suivre. Pour essayer de dire, bah, écoutez, oui, ils se sont retirés. Et maintenant, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui va se faire? La suite des événements, c'est la suite qui pose problème. Ah oui, mais écoutez, cette suite des événements, justement, arrive au moment où... Est-ce que quelque part, peut-être à Kinshasa, lorsqu'on signait ou lorsqu'on se mettait d'accord avec les autres, certaines personnes ne pensaient pas que peut-être le M23 allait résister et que le M23 n'a pas joué à cette carte-là et que ça a bouleversé? En fait, qu'on pensait que le M23 ne respecterait pas. C'est ça que vous voulez dire. C'est la surprise totale? Mais je crois peut-être déjà de Kinshasa, mais c'est des... Hein? Non, on ne sait pas faire grand-chose lorsque le M23 se retire, lorsqu'il accepte tout ce qui a été convenu, malgré tout sans lui autour de la table. Si vous avez bien suivi ce qu'a dit le président tout à l'heure, quand le M23 a accepté de quitter les zones occupées, ce qui devait suivre, c'était la responsabilité du Congo, du gouvernement congolais. De négocier. De pouvoir maintenant prendre en charge ces troupes, les mettre quelque part, causer et avoir un processus. À ce moment-là, dit le président, l'Angola avait prévu, c'est maintenant que je comprends mieux, puisqu'il l'a dit, maintenant je comprends mieux dans quel cadre les troupes angolaises arriveraient. Mais maintenant il dit, attends que je termine, vas-y. Il dit, on a mis en place un contingent angolais pour superviser ce genre d'exercice, afin que le M23 ou les troupes du gouvernement congolais ne soient pas, ne s'opposent pas du tout. Alors, cet élément manque. Ça manque parce que le gouvernement congolais n'a rien fait jusque-là. Alors, les troupes angolaises n'arriveront jamais lorsque cette étape-là... J'aimerais quand même faire du fine-tuning. Une minute avant de prendre Datch aussi. Oui. Donc, non, justement, donc ça veut dire, le M23 se retire, comme dit l'ambassadeur Mutaboba. En fait, aussi, ce qu'il dit, c'est qu'après, devait suivre de la part de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de commencer à parler avec les gens. Parce que ça veut dire, quand ils se retirent, pour qu'ils aient dans ce cantonnement, ça va suivre les négociations qui auraient dû avoir lieu entre Kinshasa et le M23. Choses qui n'ont jamais eu lieu. Donc, ils ne peuvent pas aller dans le cantonnement. À Kinshasa, ça c'est le discours de Luanda, Albert, mais à Kinshasa, on parle des terroristes du M23.
et qu'on ne négocie pas, on ne se met pas à table avec les terroristes, Albert. Non, je regrette. Ça ne sait... Et à Nairobi... Non, je dis, il y a un discours de Nairobi... Je sais bien, mais et à Nairobi et à Luanda, ça a été très clair. Il n'y a pas de terroristes et le Rwanda n'est pas en train de se mêler ça. Ça a été très clair. Il n'y a que Kinshasa qui le dit en dehors. Du cadre. Chaque fois qu'il est en Alors, dehors. ça va se passer comment? Ce sont les mêmes personnes qui sont à Nairobi, qui viennent à Luanda. Ce sont les mêmes qui disent... terroristes à Kinshasa. Oui, et c'est les mêmes. On doit dire une chose et son contraire à la fois. C'est les mêmes qui vont à Windhoek. Ce sont les mêmes qui vont à Windhoek demander l'intervention de la SADC. Mais la bonne chose, c'est que, en fait, finalement, après les accusations portées contre le Rwanda, actuellement, les mêmes accusations se portent contre toute la région. Exact. Finalement, Kinshasa s'isole en critiquant tout le monde. Et je ne crois pas que le SADC va jouer ce jeu. En tout cas, actuellement, il y a des pays qui sont sceptiques face. Je ne crois pas que l'Angola, qui est membre de la SADC, je ne crois pas que la Tanzanie, qui est membre de la SADC et East African Community, va jouer le jeu. J'aimerais bien qu'on ait aussi un autre son de cloche. Dach, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, on est en face quand même une crise de confiance entre Kinshasa, ou notamment le président Fachi, avec l'EAC, lui qui entrevoit l'arrivée prochaine des troupes de la SADC, qui en tout cas lui voit en elle une solution que l'EAC n'a pas pu apporter. Êtes-vous du même avis, Dach? Moi, je ne vais pas utiliser ce terme de crise de confiance. Je laisse ça, disons, aux diplomates, voilà. Mais je dirais plutôt que pour aller dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure, le président Tshisekedi, je reviens toujours à cette pression intérieure qu'il a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de ce qui a été son discours ces derniers temps, si jamais il applique ce qui est, je dirais, la solution possible, ce qui vient des textes, ce qui vient d'être plus ou moins confirmé par le président Lorenzo, moi je crois que là il y aura vraiment une révolte à Kinshasa. Pourquoi? Contre lui? Parce qu'il faut pas oublier, pardon? Contre lui? Oui, parce qu'il y a aussi l'opposition. En fait, nous sommes dans une situation assez kafkaïenne, où on parle de démocratie, on va vers les élections dans quelques temps, il y a donc l'enrôlement, il y a tout en même temps à gérer par ce monsieur. Je n'ai pas dit que, disons qu'il a géré de la meilleure forme, quoique je ne vais même pas faire ce jugement-là. Je suis en train de le voir comme un leader, comme un politicien qui en fait est vraiment dépassé par les mouvements. Donc ce qui reste plus facile, c'est le narratif, comme on dit. Et le narratif, ça dure ce que ça dure. Et c'est un concept qu'aujourd'hui, on utilise un peu partout, comme si ça pouvait résoudre les problèmes de la réalité. Et ça, c'est très, très dangereux. Alors, voilà, Dach, pour terminer, est-ce que vous suivez de très près le bloc SADC? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que les gens s'agitent ou les gens se bousculent à l'idée d'intervenir à l'est de la RDC? Bon, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai eu quelques informations, par exemple, sur l'Angola. En fait, l'Angola est dans une situation où envoyer des troupes à l'intérieur de la SADC, je pense que ça va être difficile, précisément parce que sinon, il risque de perdre l'autorité de médiateur. Et en plus, comme ce que le président a expliqué, le président Lorenzo a expliqué très bien, c'est-à-dire que ces troupes sont prêtes pour aider dans cette solution de comment sécuriser toutes les parties, surtout la partie la plus faible qui est M23, ou disons, bon, plus faible entre guillemets, qui est le M23. Donc, de ces pays-là, je ne vois pas qu'ils envoient des militaires, surtout dans
une éventuelle mission offensive. Parmi les autres pays, je crois que j'ai entendu dire que même l'Afrique du Sud est en train d'hésiter d'envoyer des troupes offensives. Parce que les gens ont aussi de la mémoire. On a parlé que la dernière fois, ils avaient défait M23. Moi, je suis étonné. Ça reste, je n'ai pas encore eu des preuves que réellement ils avaient défait, parce que, heureusement, j'étais là 3 jours avant qu'ils quittent. J'avais interviewé précisément le commandant Makenga, et qui m'avait dit qu'ils allaient quitter. Et moi, j'ai dit, et si vous quittez, vous avez des garanties pour le moment sur vos revendications. Et ils m'ont dit, de toute façon, si on ne respecte pas, nous reviendrons. Et voilà, on revient vraiment à la case de départ. Voilà, bien conclu. En tout cas, on revient à la case de départ. Muito obrigado, Eduardo, pour ces explications et surtout ce point. Malheureusement, le temps est toujours contre nous, mais on vous promet qu'on reviendra avec force sur ce sujet. On est vraiment parti pour des longues semaines de tractation. En tout cas, on est dans une situation assez compliqué et qui demande beaucoup d'attention. Merci, messieurs, gentlemen, pour vos explications, votre analyse combien importante de cette situation. Merci à toutes les équipes au niveau de la région, Schéma et tout le monde. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.